Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Le coup d'État du 26 juillet dernier au Niger a jeté un pavé dans la mare ouest-africaine, mettant la lumière sur les jeux et les enjeux belliqueux des grandes puissances occidentales, non seulement dans ce pays, mais aussi dans l'ensemble de la région ouest-africaine, avec pour ligne de conduite le maintien de la géopolitique du chaos au Sahel. La région sahélienne étant la pièce maîtresse du déploiement néocolonial des puissances occidentales en Afrique. Près d'un mois après ce coup de force anticonstitutionnel, la CEDEAO ne démord pas et continue à brandir la menace d'une intervention militaire, faisant abstraction des intérêts afro-africains. De leur côté, les militaires au pouvoir défient les instances continentales et la communauté internationale en déployant leur feuille de route. Une crise politique interne à la tête d'un bras de fer d'acier. Dans le même moment, Alger, dont la position est ferme depuis le début de cette crise, refusant de voir le sang africain couler en vain, a déployé sa diplomatie. En effet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mandaté le numéro 1 et numéro 2 de sa diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a entamé des consultations avec ses homologues au Nigeria, au Bénin, pour poursuivre avec le Ghana. De son côté, le secrétaire général des AE, Lounès Magramen, est missionné à Niamey. L'objectif de cette médiation, préserver la stabilité du Niger et de l'ensemble de la région. Madame, Monsieur, il sera question pour nous lors de cette édition d'apporter un éclairage sur cette crise politique à la lumière des dernières avancées du dossier. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Gamel Abina, journaliste et spécialiste et observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir, merci pour l'invitation. Sera également avec nous Omar Benparti, analyste politique. Bonsoir Omar. Bonsoir madame. Bonsoir également, David Mogé, porte-parole de Survie, une association française qui se mobilise contre la France-Afrique. Et vous êtes également contributeur de l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir. Bonsoir monsieur David Mogé. Bonsoir. Alors, sans plus attendre, on entame cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur, il me semble qu'un point pédagogique s'impose. Et je commence avec vous, Omar Benparti. Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi est-ce que cette médiation algérienne ne peut être nullement assimilée à quelle que soit une ingérence? L'intervention que mène actuellement notre ministre des Affaires étrangères s'inscrit dans une volonté d'apaisement. Et elle est tout à fait naturelle et tout à fait normale à partir du moment où l'Algérie s'efforce de respecter les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, mais aussi et surtout la quête, la recherche, le maintien, la possibilité de développer du dialogue, de la stabilité et une certaine quiétude au niveau de ses frontières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle se trouve justement de par sa frontière de près de 1000 km², de près de 1000 km de long en bordure du Niger, et donc elle est tout à fait concernée par ce qui va se passer là-bas, suite à ce que l'on entend, les bruits de bottes que développe la CEDEAO et la volonté manifeste et affichée de déclencher une agression. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il est tout à fait du droit, du devoir d'un pays aussi important que l'Algérie d'intervenir à ce niveau. Très bien, merci Omar Benparti. Gamel, à votre avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie semble être un médiateur acceptable pour l'ensemble des parties prenantes dans cette crise politique? D'abord, simplement parce que traditionnellement l'Algérie a toujours été médiatrice dans des conflits comme l'Érythrée et l'Éthiopie. Ensuite et surtout parce que l'Algérie a tenté la médiation à l'époque au Mali avec ce fameux accord d'Alger de 2015. Et puis particulièrement parce que l'Algérie, qui est le pays de la Révolution, qui est un pays qui respecte l'Afrique, quoi qu'on en dise, est un pays qu'on peut entendre et qu'on entend, qui est une puissance militaire régionale importante. Et là, c'est là où c'est important, refuse l'ingérence militaire étrangère et certainement pas que les Africains se détruisent entre eux. Il y a plusieurs éléments qui participent à cela. L'agression en Libye a été condamnée à l'époque par l'Algérie et ils ont prévenu qu'il fallait surtout pas intervenir en Libye contre Kadhafi et son peuple. Kadhafi, bilan des courses aujourd'hui, 10 ans plus tard, la Libye est toujours en guerre civile et ça a littéralement fait exploser ce qu'on appelle les courants djihadistes ou sécessionnistes de différentes régions. Donc pourquoi est-ce que l'Algérie est l'État le médiateur le plus évidemment en vue et le plus respecté? C'est parce que la tradition algérienne depuis
Et la révolution, depuis le GPRA, est une tradition à la fois de lutte militaire légitime, et ça on le comprend, mais aussi et surtout de lutte politique pour rapporter la paix. Ce que les gens du GPRA à l'époque, les responsables, ont su faire pour l'Algérie, mais pas seulement, pour la Palestine et pour d'autres conflits où ils ont tenté la médiation. Donc aujourd'hui, l'Algérie est, je pense, le pays puissant, le plus à même de faire entendre sa voix, parce que son intérêt au sud de son territoire, c'est qu'il n'y ait pas à nouveau une zone d'embrasement, comme on le voit en Libye d'un côté, comme on le voit au Sahara occidental, comme on le voit évidemment au Mali, au Niger. C'est une multiplication comme ça de régions instabilisées. Il ne faut pas rajouter évidemment de l'huile sur le feu. Merci Gamel. Je viens vers vous, David Moget. On voit que l'Algérie déploie de vrais efforts en vue de maintenir la paix dans la région. Quelle lecture faites-vous de cette diplomatie de la paix ? Alors disons que nous, au niveau de Survie, donc une association française, on essaye d'exercer un droit de regard sur la politique africaine de la France. Donc je voudrais surtout insister sur le fait qu'on est extrêmement méfiant jusque-là des déclarations françaises qui allaient plutôt dans le sens d'un soutien à l'intervention qui se décidait au niveau de la CEDEAO. Et on trouve plutôt bienvenus tous les efforts qui peuvent être faits pour trouver une solution diplomatique à la crise qui se déroule actuellement au Niger. Très bien. Je reviens vers vous, Omar Benbarti. On sait que le chef de la diplomatie algérienne a entamé une tournée africaine qui est composée de 3 pays, le Nigeria, et puis le Bénin, et demain peut-être le Ghana. Omar Benbarti, quelle lecture faites-vous de ces deux jours de consultation avec ses homologues ? J'imagine que M. Attaf a dû développer des trésors d'argumentaire pour essayer de convaincre les va-t-en-guerre que sont d'abord le Nigeria et le Bénin. Bon, le Ghana n'a fait qu'abriter la conférence des chefs d'état-major. Mais toujours est-il que ce qui se dit, les déclarations qui ont été faites ont été des déclarations d'apaisement, mais dans les coulisses, c'est-à-dire à l'intérieur des discussions privées, j'imagine que M. Attaf a dû insister auprès du Nigeria pour lui faire comprendre qu'il avait tout à perdre à se lancer dans une aventure guerrière. Et encore le Bénin, M. Patrice Talon étant ce qu'il est, avec les situations économiques qui s'exacerbent dans son pays, je crois qu'il n'a aucun intérêt à se lancer lui aussi dans une opération, d'autant que les opérations ne pourront se faire qu'à partir du Nigeria ou à partir du Bénin, puisque les autres espaces, que ce soit les espaces aériens ou les espaces terrestres, seront pratiquement fermés à toute intervention. Donc de ce point de vue-là, j'imagine que les propos qui ont été tenus par Monsieur le ministre des Affaires étrangères ont été des propos diplomatiques, certes, qui ont été adressés à la presse, mais dans le même temps, en privé, il a dû leur mettre les points sur les i en leur disant que s'ils se lançaient dans une telle aventure, c'est toute la région qui risquait d'imploser. Et la région, eux-mêmes, ils sont partie prenante. C'est-à-dire le Nigeria n'est pas dans une situation qui lui permette de développer ce type d'aventure belliqueuse. Mais, comme disait le président, l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, il y a des pistons derrière. C'est les pistons qui actionnent. Et ces pistons-là, c'est la grande question. Et là, il est facile. Bien sûr, on peut dire que c'est la France qui actionne tout ça. Vous avez entendu aujourd'hui dans les informations le renvoi dans les 48 heures qui suivent de l'ambassadeur de France à Niamey, qui doit quitter le pays dans les 48 heures qui viennent. Donc, il y a un piston derrière. Est-ce que c'est uniquement la France qui intervient et qui essaye, avec la vision un peu étriquée qu'a la diplomatie française actuellement sur les questions qui touchent à l'Afrique, ou bien y a-t-il un autre plan qui peut être ourdi, mais un plan qui toucherait, qui viserait l'Algérie et pas seulement le Niger. La question est là, parce que vu l'insistance, vu la ténacité qui se révèle et qui se fait jour, avec laquelle la CEDEAO, alors qu'elle n'a aucun moyen de faire ce qu'elle prétend faire, elle insiste pour déclencher cette agression armée, on peut se poser de véritables questions et se demander pourquoi, peut-être, y aurait-il pas d'autres objectifs cachés. Comme de la même façon qu'on a détruit l'Irak, on a détruit la Syrie, on a détruit la Libye, il reste l'Algérie, et le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie. On a cassé le Soudan en deux, il restait que l'Algérie. Peut-être que l'Algérie est visée par cette intervention.
Très bien, merci Omar Benbarti. Gamel, je vous pose la même question. Que pensez-vous de ces 2 jours de consultation du chef de la diplomatie algérienne? Ces 2 jours qui sont nécessaires, alors par rapport à des questions simplement de cohérence. D'abord, il faut rappeler très rapidement que la CEDEAO a été montée par 2 militaires, 2 généraux, on l'a oublié quand même à l'époque, par le Togo et puis par le Nigeria, donc un pays anglophone et francophone, que le géant de la CEDEAO, c'est le Nigeria, évidemment, et qu'il y a quelque part aussi une volonté d'exister militairement. C'est un grand pays, c'est un pays qui fait plus de 600 milliards de PIB, mais surtout c'est un pays qui est une des 5 plus grandes puissances africaines. Et de l'autre côté, on a dans ce Nigeria quand même des clivages. Par exemple, on a plusieurs courants. Le Parlement déjà qui s'est opposé à cette intervention. On a aussi la confrérie Tidjaniya qui est opposée à l'intervention. On a tout un tas d'opposants politiques qui sont opposés, même dans la majorité. Donc c'est quasiment une décision du chef de l'État qui est très minorée. De l'autre côté, moi je suis pas vraiment inquiet je suis pas tellement inquiet sur la question algérienne. Je crois pas que l'Algérie soit visée pour 2 raisons, parce qu'ils n'ont pas réussi à la déstabiliser en 2011. Et pendant 10 ans, il ne s'est rien passé, parce qu'on a fait là que ça s'est bien passé. Donc l'Algérie aujourd'hui est un pays solide. Ce qui est ciblé là-dedans, c'est des accords économiques, des accords militaires, politiques, géopolitiques. Je m'explique. Alors évidemment, des accords économiques, parce que le Nigeria devait faire passer du gazoduc par le Niger en direction de l'Algérie pour exporter. Eh bien ça peut être mis en danger. Ça n'a aucun intérêt pour le Nigeria d'intervenir. Ensuite, parce qu'il y a des accords militaires qui vont être remis en question. Aujourd'hui, ça vient d'être dit, l'ambassadeur à 48 heures, je parle de l'ambassadeur de France, à 48 heures pour quitter le Niger. Donc les militaires nigériens et non plus nigérians considèrent qu'effectivement, il y a une manœuvre de la France. Je suis moins inquiet que le monsieur de survie, David, parce qu'effectivement, la France traditionnellement intervenait. Là, elle ne le fait pas parce que monsieur Macron ne veut pas intervenir directement et semble légèrement pousser à l'intervention, mais pas tant que ça. Et le troisième aspect, c'est qu'il y a 1500 Français sur place qui vont bientôt certainement être renvoyés en France. Mais surtout, il y a une base américaine à Agadez qui a coûté 100 millions de dollars et pour laquelle les Américains ne veulent pas partir. Et là où on trouve un terrain d'entente étonnant entre l'Algérie et les États-Unis, qui refusent tous les 2 l'intervention, comme les Russes d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une base militaire américaine et qu'ils vont chercher un modus vivendi avec le nouveau pouvoir. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment, on le sait tous, Orano, avec l'exploitation des gisements, des considérables gisements destinés aux centrales nucléaires français d'uranium. On sait qu'il y a du pétrole dans le nord du Niger qui est exploité par la Sonatrach algérienne en collaboration avec les autorités nigériennes. On sait aussi qu'il y a du pétrole dans le sud exploité par la Chine. On sait qu'il y a de l'or. On sait que c'est un pays très riche avec une population très pauvre. Et c'est la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a un pays qui est pauvre avec des ressources énormes. Donc les militaires ont compris cela. Les internationaux ont compris cela. Les rapports géopolitiques avec la crise ukrainienne ont accéléré ce phénomène. Mais ce qui fait peur en vérité à la CEDEAO, c'est pas le fait qu'un président qui n'est pas forcément aimé par son peuple au Niger soit écarté du pouvoir par des militaires. Ce qui fait peur, c'est l'effet domino. C'est le 4e pays maintenant. Et ils se disent à qui le tour. On n'est plus au stade de savoir si le Niger doit être en danger, mais est-ce que les généraux qui dirigent d'autres pays ne vont pas finalement faire la même chose? Très bien, merci Gamel. Je reviens vers vous, David Moget. À la lumière de ce que viennent de dire nos invités, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé ou bien une lecture de votre vision sur la médiation de la CEDEAO? Est-ce qu'on peut parler de médiation étant donné que la CEDEAO a brandi la menace d'une intervention militaire sans donner la chance à la diplomatie quelque part? C'est vrai que le point de départ de la CEDEAO, ça a été de menacer d'une intervention militaire, notamment par la voix du président du Nigeria. Moi, ce que je voudrais mettre aussi en exergue, c'est que mis à part le Nigeria, donc pays francophone, les 3 pays qui se sont dit très rapidement favorables à une intervention militaire et prêts à fournir des troupes, ce sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc 3 pays francophones qui ont en commun d'avoir sur leur sol des troupes françaises. C'est-à-dire, on a une base permanente française en Côte d'Ivoire. En fait, la coloniale n'a jamais quitté le sol ivoirien malgré la décolonisation. On a aussi une base militaire à Dakar. Et enfin, on a une présence militaire pas complètement avouée dans le nord du Bénin de la part de la France. Et je crois que ça situe bien l'enjeu qu'il y a actuellement pour Paris, qui est de trouver le point de chute pour ces militaires. Il faut voir que depuis quelques années, les militaires ont pris le dessus par rapport au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, pour tout ce qui concerne les questions africaines. Voilà. Et donc là, on est en train de voir cette logique qui a été poussée à son extrême, qui est une véritable faillite pour la politique française, puisqu'on sait que dans toute l'Afrique de l'Ouest, la présence militaire française est très largement décriée.
Et ceci parce que ça renvoie à l'historique des différentes interventions françaises, avec un certain nombre notamment de crimes de l'armée française, qui sont à ce jour impunis. Et l'un des derniers s'est déroulé à Terra, au Niger, où il y a eu un convoi militaire français qui, face à des manifestants, a fini par tirer dans la foule. Et il y a eu un bilan d'au moins 3 morts. Voilà, et ça, c'est quelque chose que le président Bazoum avait enterré après avoir dialogué avec Paris. Et je crois que les populations aujourd'hui sont très au fait de ce qui se passe dans la région et il n'est plus possible d'agir comme avant. Merci. Je reste avec vous, David. Vous avez mis le point sur un point important. Vous avez dit que les 3 premiers pays à avoir suivi cette initiative d'aller en guerre directement au Niger sont notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression que la Côte d'Ivoire, par la voix de son président, se fait un peu le porte-parole de cette intervention militaire qui risque d'être dévastatrice pour l'ensemble de la région. Pourquoi ? En fait, c'est le dividende de ce qui s'est passé en 2011. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010, il y a eu des élections qui devaient signer la fin de la crise ivoirienne. Et en fait, ces élections se sont déroulées dans des conditions absolument calamiteuses. Le président Gbagbo faisait face depuis une dizaine d'années à une rébellion et il a été contraint d'aller aux élections avec cette rébellion toujours en place qui détenait la moitié du pays. Donc inutile de dire qu'évidemment, les conditions n'étaient pas réunies pour avoir un scrutin libre et transparent. Et on s'est retrouvé à l'issue de ces élections avec 2 prétendants, Laurent Gbagbo, qui était appuyé par le Conseil constitutionnel, qui avait gagné les élections, et de l'autre côté, la communauté internationale a remis en cause la position du Conseil constitutionnel ivoirien en déclarant Alassane Ouattara le président élu. Et suite à ça, il y a eu une intervention massive française en Côte d'Ivoire. Autrement dit, Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir dans les roues des chars de l'armée française. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué toute l'Afrique de l'Ouest, en fait. Et depuis, Alassane Ouattara est le meilleur défenseur des intérêts français. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Niger, mais on l'a vu aussi précédemment par rapport au CFA. C'est le meilleur défenseur de ce système qui est hérité de l'époque coloniale et auquel il serait temps de mettre fin. Je viens vers vous, Gamel, et j'ai une question à vous poser sur l'aspect sécuritaire, justement. Le dispositif militaire français au Niger se voulait comme une nouvelle approche militaire dans la région. Cela dit, c'est un échec puissant. Est-ce que, et je parle d'une éventuelle comparaison avec le Mali, pourquoi est-ce que même ce dispositif voulu comme étant à la lumière de nouvelles relations entre la France et l'Afrique est un échec ? D'abord parce qu'on ne s'est jamais donné réellement, je parle des Français, les moyens, j'y ont au sens impersonnel, je ne m'inclus pas dans la France. Donc, ils ne se sont jamais donné les moyens de vraiment éradiquer ces mouvements terroristes. Je me souviens des accords d'Alger qui ont calmé la question de l'Azawad, donc ces mouvements sécessionnistes du nord du Mali. Il y a eu une négociation, il y a eu des signatures d'accords, ça a calmé le jeu, mais les Français après se sont trouvés face à des différents groupes djihadistes qui ont différents noms, ISIS ou je ne sais, Daesh, je ne sais pas, qui sont les anciens du GSP algérien, tout simplement. Et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc les populations se sont rendues compte qu'à la fois, il n'y avait pas de sécurité, alors que la France avait promis la sécurité, il n'y avait pas de moyens coercitifs pour en finir avec ces organisations terroristes, ni même de renseignements sérieux, qu'il y avait un désarmement des armées nationales de ces pays, qui étaient considérés comme des supplétifs mal équipés, alors que lorsque les Russes arrivent avec les coopérants militaires, on les équipe immédiatement. Je parle du Mali. Donc l'échec consommé, le sentiment qu'il y aurait, donc maintenant je répercute les propos qui sont tenus par quelques panafricains, une collusion de la France avec les organisations djihadistes terroristes, et pour finir, le sentiment que la France se balade dans l'Afrique, et je le rappelle, c'est bien que c'était dit par David Danger à l'instant, à savoir qu'en dehors du franc CFA, qui était une monnaie coloniale, vous utilisez les termes, on utilise le franc dans un pays africain, c'est quand même incroyable. La langue qui est parlée dans ces pays-là, dans la zone francophone, c'est le français, c'est vous dire un peu le néocolonialisme. Eh bien, ils rentraient, les militaires français, d'un territoire à l'autre, comme s'ils prenaient le métro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière pour eux. Ils sont chez eux. Donc la problématique qui se pose, c'est que les populations l'ont vu, qu'il y a eu des manifestations, c'est bien de l'avoir rappelé, qu'il y a eu des meurtres et que M. Bazoum n'a rien dit, ni fait, ni demandé d'enquête pour que les meurtriers, les militaires français qui sont comportés comme des criminels parce qu'ils voyaient des manifestations contre leur présence, finissent par tirer sur la foule. Donc tous ces éléments sont réellement documentés et ont mis dans le cœur de la plupart de ces populations une haine, non pas de la France au sens français du terme des Européens, mais de la France au sens institutionnel, de l'État français colonial.
Et l'autre aspect qui est important à ne pas perdre de vue, c'est qu'en dehors des résultats catastrophiques, il y a un aspect qui n'est pas rien. Bazoum passe pour un peu le souffle pour la France, mais à dos, comme on l'appelle, Alassane Dramane Ouattara, qui maintient bec et ongle le franc CFA contre la vie du Nigeria. Rappelons-le, le Nigeria, c'est Commonwealth. Eh bien, c'est le principal protecteur des intérêts français de la région. C'est celui qui est le plus vent debout pour pousser à la guerre. C'est quand même incroyable qu'un homme qui est arrivé par la force, c'est bien de le rappeler, Gbagbo a été démis de ses fonctions de façon illégale. Alors que de l'autre côté, quand le fils d'un homme mort au combat au Tchad prend le pouvoir, je parle d'Idriss Déby, donc son fils prend le pouvoir, il est adoubé par Macron, ça ne choque personne, un militaire qui prend le pouvoir sans élection. Et bien tout ça a été vu par ces populations qui aujourd'hui le ressentent très mal. Pas de sécurité, on place les hommes forts qui nous intéressent, on écarte ceux qui ne nous intéressent pas, et on méprise en plus ces populations. Ça fait beaucoup d'éléments pour effectivement créer des facteurs favorables à des coups de force. Monsieur Omar Benbarti, récemment, cette semaine, le président Emmanuel Macron a qualifié dans un entretien accordé à la presse française les interventions militaires françaises dans l'Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sahel de succès. Est-ce que cette affirmation peut être des prémices à une éventuelle intervention au Niger? Est-ce qu'il prépare l'opinion publique française à intervenir au Niger? Les élucubrations de M. Macron lui ressemblent. Ça veut dire que ces déclarations sont fausses. Ça n'a jamais été un succès. Ils sont restés avec Serval et avec Barkhane des années durant au Mali. Ils n'ont rien réglé du tout. Et ils ont été chassés proprement. Ensuite, il y a eu le Burkina Faso. Ils se sont fait aussi chassés par les autorités burkinabèses du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il ne faut pas trop prêter attention à ce que raconte Emmanuel Macron, qui est habitué, mais il nous a habitués maintenant à dire une chose et son contraire. Donc de ce point de vue-là, il y a un échec flagrant, aussi bien de la défense, des services de défense militaire français, que de la diplomatie française qui part en vrille. Ça, il faut appeler les choses clairement. D'un autre côté, il faut avoir une autre vision un peu plus stratégique. La tactique, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de théorie des dominos et de djihadisme, etc. Vous savez que je fais très attention aux éléments de langage. D'abord, ce ne sont pas des djihadistes, je le répète pour la énième fois, ce sont des terroristes. Il ne faut pas salir le djihad. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu l'intervention de l'OTAN en Libye. La Libye était un pays qui n'emmerdait personne, qui vivait relativement bien, et le colonel Kadhafi avait une vision pour l'Afrique. Lorsqu'il a eu cette vision, nous avons vu les télégrammes de Hillary Clinton, il fallait le descendre, il fallait le liquider, il a été assassiné comme un malpropre. De ce point de vue-là, ce qu'a fait l'OTAN en Libye, c'était calculé, prémédité, il y avait un plan stratégique. Rappelez-vous du Grand Moyen-Orient, on a peut-être oublié tout ça, mais il y a une vision dans l'État profond américain qui consiste à désarticuler complètement cette région et le pays. Je reviens sur mon hypothèse de base, sinon on n'expliquerait pas pourquoi l'Algérie met autant d'importance et déplace son ministre des Affaires étrangères ainsi que le secrétaire général du MAE. Et ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien que le président Tebboune a déclaré de manière ferme et sans équivoque qu'il ne devrait pas y avoir d'ingérence militaire au niveau du Niger. Et l'armée algérienne se tient prête. De ce point de vue-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas tant les sous-préfets, comme on les appelle, de Alassane Dramane Ouattara et le petit Macky Sall du Sénégal, qui peuvent faire peur à un pays comme l'Algérie. Il y a derrière eux d'autres personnes. Il n'y a pas que la France. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas que la France. Peut-être les Américains et les Français peuvent diverger d'un point de vue tactique, mais en termes stratégiques, ils ne divergent pas. Il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Vous parlez d'une alliance américano-occidentale de façon générale qui est en train de se battre contre le Sud. Je reviens vers vous, David Mogé. J'ai une question. Vous qui connaissez bien la France-Afrique, on sait qu'au cœur de ces enjeux, il y a Orano et Xareva. Pouvez-vous nous faire un résumé de ce que représente aujourd'hui cette entreprise au Niger pour la France? Alors, pendant longtemps, effectivement, l'uranium du Niger et l'uranium avec lequel les centrales nucléaires françaises ont fonctionné. Et on sait à quel point est-ce que l'État français avait misé en habillant ça sous le terme d'indépendance énergétique, alors que l'uranium venait du Niger. Par la suite, ça a changé, c'est-à-dire qu'il y a eu une diversification des approvisionnements
en uranium civil, notamment par le Kazakhstan. Il n'en reste pas moins que l'uranium qui est extrait au Niger est l'objet de beaucoup moins de taxes, par exemple, qu'au Kazakhstan. Donc d'un point de vue économique, même si les sources d'approvisionnement ont été diversifiées, l'uranium du Niger reste relativement intéressant. Et il y a un autre atout, c'est ce qu'on appelle un uranium libre de droit, c'est-à-dire que la France est libre de l'utiliser non seulement à des fins civiles, mais aussi à des fins militaires. Autrement dit, c'est le Niger qui est l'approvisionnement en uranium militaire pour la France. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important du point de vue stratégique. Monsieur David, un peu plus de détails sur que représente cette entreprise aujourd'hui en termes d'hégémonie dans le Niger? Alors, au sein de l'économie nigérienne, l'uranium a quand même relativement baissé. On sait que maintenant, il y a des revenus qui doivent venir du pétrole. Donc, il ne représente pas autant qu'il a représenté, d'autant plus que la mine d'Imoura n'est finalement pas active. Donc, c'est un deuxième site minier uranifère qui n'est finalement pas en activité. Donc, je pense qu'on peut relativiser un petit peu la question de l'uranium, hormis pour l'uranium à usage militaire. Gamel, à la lumière de ce que vient de nous dire David, on comprend que finalement l'uranium n'est pas au cœur des enjeux de la France. Quelle lecture faites-vous de ce que vient de nous dire David et à votre avis, quels sont les enjeux principaux de la France au Niger? Une précision à apporter par rapport à ce qui vient d'être dit. Lorsque je dis djihadiste, c'est le terme consacré par l'Occident, je récupère le terme utilisé. Évidemment, un musulman qui fait le djihad ne va pas tuer un musulman, mais ça c'est juste pour mettre de côté. Concernant la question du Niger, donc oui, effectivement, l'uranium n'est pas à ce point si peu important. Il représente 30% des doses de la France, mais c'est le deuxième fournisseur européen, et surtout le plus important, c'est là où il y a vraiment une injustice criante, flagrante, qui rappelle l'époque de l'Aramco en Arabie, où le pétrole était exploité par les Américains, et on reversait une petite dîme de 1 ou 2% à l'Arabie. Et bien là, c'est pareil pour le Niger. La proportion qui est reversée à l'État nigérien, c'est 1%. Pour vous donner une idée vraiment de la gabegie et du pillage, on peut parler de pillage. La société Orano est française, elle n'est pas nigérienne. Et les Nigériens n'ont quasiment rien à dire sur la quantité exploitée, sur le prix de l'exploitation, sur le prix de vente, sur la négociation, il n'y a rien qui est fait. C'est des contrats qui même pas de gré à gré, c'est des contrats imposés parce que au départ on dit que les Nigériens ne savent pas exploiter. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, par rapport au prix effectivement donc de l'exploitation et de l'exportation et le coût d'approvisionnement pour les Français, évidemment que c'est la meilleure source puisque de toute façon le Kazakhstan défend ses intérêts. Ils ont les moyens de défendre leurs intérêts parce qu'ils ne sont pas sous la coupe réglée de la France. Et l'autre aspect, c'est effectivement le changement de paradigme. Avec l'arrivée d'autres opérateurs, on parle des Chinois évidemment, on parle même des Algériens, puisqu'on est sur la question du pétrole. On parle des Russes par rapport à la protection militaire, qui est un peu plus conséquente, semble-t-il. Eh bien, les Nigériens commencent à ouvrir leurs yeux. Ils disent, mais quel intérêt avons-nous à travailler avec l'ancienne puissance coloniale pour laquelle nous n'avons rien? Et je rappelle que le Niger est le pays le plus arriéré en matière de transport en commun. Et ils sont même pas 1 kilomètre de voies ferrées, de transport routier. C'est vraiment un pays enclavé, n'oublions pas. Il y a même pas 45% d'alphabétisation dans le pays parce que les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas d'école en dur. C'est-à-dire que le pays a des réserves considérables de richesses minières et gazières et pétrolières qui sont sous-exploitées ou exploitées par d'autres et n'en bénéficient pas. C'est le pays le plus jeune du monde. Il y a 7 enfants par femme et c'est un des pays les plus pauvres. En plus, avec une disparité entre le nord et le sud qui est énorme. Le sud mieux loti, mais toujours misérable. Le nord extrêmement misérable. Tous ces éléments sont des éléments qui conduisent évidemment à de la colère légitime. Ensuite, il y a une chose que les Français n'avaient pas escomptée. J'ai souvent répété. Les révolutions arabes dont ils se sont targués, ils applaudissaient des deux mains pour renverser Kadhafi, par exemple. Qui était, alors je précise bien, j'admirais Kadhafi. Moi, je suis sans concession. J'admirais l'homme. J'admirais son travail. Son pays était heureux avec un dirigeant qui rendait sa population heureuse. Donc là, les choses sont très claires. L'assassinat de Kadhafi par le barbare de Sarkozy, qui va bientôt être poursuivi en 2025, c'est quelque chose pour lequel il y a des comptes à rendre. Mais bon, une fois que Kadhafi est assassiné, il y a une instabilité régionale qui a été volontaire. Et je pense qu'effectivement, les Occidentaux gèrent parfaitement les conflits de basse intensité. On sait très bien que les forces armées ne seront pas considérables dans la région, mais qu'il y aura des conflits qui ne s'arrêteront jamais. Et l'Algérie a compris que si on ouvre un conflit quelque part, on sait quand on commence une guerre, on ne sait jamais quand on l'a fini, et on ne sait jamais dans quel état on l'a fini. Donc aujourd'hui, l'Algérie anticipe un mouvement qui serait catastrophique à ses frontières et surtout qui serait contre-productif par rapport à ce projet africain. Jusqu'à présent, les pays africains ne sont pas les guerres. D'une Afrique qui serait unie, qui se développerait harmonieusement et qui serait décolonisée. C'est ça le terme, moi, je dis. C'est la décolonisation dont on doit parler aujourd'hui.
Très bien, merci Gamel. Je reviens vers vous, Omar Benbarti. Par contre, sur cette question, j'aimerais avoir votre avis aux trois messieurs. Pensez-vous, Omar Benbarti, qu'aujourd'hui la France prendrait le risque de mener une intervention au Niger et faire face à un problème interne? On a vu la puissance de la diaspora africaine lors du tragique assassinat de Naël. Est-ce que vous pensez que la France prendrait ce risque cette fois-ci aussi? Non. Si on veut rester dans une logique d'État à État, la France ne prendrait pas ce risque. Sauf que nous savons, nous, Algériens, nous sommes très proches de la France, nous savons qu'elle est actuellement dirigée par une élite politique qui est un peu débile. Lorsque le ministre de l'économie déclarait qu'il allait mettre la Russie à genoux, bon, vous voyez à peu près à qui vous avez affaire. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, je ne sais pas combien de temps il nous reste. J'ai travaillé longuement au Niger. J'ai travaillé sur le barrage de Kandadji. Le barrage de Kandadji, qui est actuellement en voie de réalisation, c'est une entreprise chinoise qui le réalise sur un prêt de la Banque mondiale. Ce barrage, cela fait plus de 20 ans qu'on en parle. Les gouvernements, les présidents du Niger se sont succédés les uns après les autres, et pour faire un barrage, un malheureux barrage qui est très compliqué techniquement sur un fleuve qui s'appelle le Niger, moi, j'y suis resté de longues années, une longue période, et j'ai travaillé auprès des populations, les Songhai, les Touaregs, etc., les Arabes, bref. Et la France faisait tout pour bloquer la réalisation de ce barrage lorsque j'ai discuté avec le ministre des infrastructures ou des transports de l'époque du Niger, et les Français n'étaient pas d'accord. Parce que pourquoi? C'était les Chinois qui devaient construire ce barrage. Tout à l'heure, M. Abina a dit qu'il y avait à peine 1 kilomètre de voie ferrée. Il a raison, parce qu'il n'y a pratiquement pas de route. Même à l'intérieur de Niamey, dans la capitale, vous avez 1 ou 2 voies qui sont goudronnées, et les autres, c'est de la piste. Donc, voilà un pays qui est prétendument riche de ses ressources. Il y a de l'uranium, certes, et beaucoup plus que ne nous déclare la France. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a de l'or, n'oublions pas. Et pourtant, la population est dans une pauvreté extraordinaire. Lorsque j'avais contacté le ministère algérien de l'Agriculture à l'époque, c'était au début des années 2000, pour leur dire qu'il y avait des possibilités d'acquérir de la viande à partir du Niger, c'est là aussi, c'était vis-à-vis, la France ne voulait pas que nous puissions avoir des accords de coopération qui pouvaient nous permettre d'acquérir de la viande à partir de l'Algérie, à partir du Niger. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une mainmise tellement importante sur ce genre de pays qui ne sont que des colonies, rien d'autre. Elles ont été déclarées indépendantes de manière formelle juste après les années 60. Le seul pays qui a eu son indépendance, les 2 seuls pays, ce sont le Vietnam, il ne faut pas l'oublier, et nous après la guerre d'Algérie. Donc ne restons pas dans les illusions. Le discours diplomatique de la France n'a pas changé d'un iota. On a parlé de la France-Afrique, mais si vous prenez les déclarations du général de Gaulle et vous prenez les déclarations d'Emmanuel Macron, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, avec moins d'intelligence probablement de la part d'Emmanuel Macron. Très bien, merci Omar Benbarti. D'ailleurs, vous faites bien, vous et Gamel Abina, de rappeler qu'aujourd'hui, le néocolonialisme et la géopolitique du chaos touchent de très près cette nébuleuse sahélienne. Je reviens vers vous, David Mogé. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron prendrait le risque de faire face à une crise interne concernant une intervention militaire? Parce que même l'opinion occidentale, finalement, aujourd'hui, est de plus en plus, je parle de l'opinion publique occidentale, est de plus en plus réfractaire à des interventions étrangères de leurs armées, notamment en Afrique. Je veux croire qu'il n'y aura pas d'intervention française. Je voudrais même croire que la France ne participerait pas, si jamais la CEDEAO déclenchait une opération, que la France n'y participerait pas. Malheureusement, le passé me donne tort. Malheureusement, en un certain nombre d'occasions, on a pu voir l'interventionnisme français à l'œuvre en Afrique de l'Ouest. Mais je voudrais quand même noter, et ça j'ai pas l'habitude de le dire, qu'un certain nombre d'anciens diplomates français, par exemple l'ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, et un certain nombre de journalistes disent maintenant très clairement qu'il faut que l'armée française quitte le Niger et quitte l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de perméabiliser dans tous les esprits à Paris, et je veux croire que ça atteindra jusqu'au plus haut sommet de l'État. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut bien se rendre compte que l'armée française est finalement devenue un facteur d'instabilité quasiment permanent en Afrique de l'Ouest.
Jusque-là, c'était par le biais de ces interventions malheureuses. Maintenant, c'est parce que l'opinion publique ouest-africaine s'est emparée de cette question-là. Et donc, je crois qu'il n'y a plus d'autre solution, effectivement, sinon celui d'un retrait des troupes françaises d'Afrique. Très bien, merci David. Gamel, je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez que Macron prendrait le risque de faire face à une crise interne finalement? Déjà, je félicite votre interlocuteur parce qu'il m'a fait rigoler sur le fait que le gouvernement français est composé de gens très médiocres. Il a parfaitement raison là-dessus. Je ne peux pas lui retirer cette vérité. La fameuse phrase de Bruno Le Maire qui s'est ridiculisée en expliquant que la Russie serait à genoux. Enfin, c'est vraiment, ça en dit le niveau de médiocrité. Je ne parle même pas du ministre des Affaires étrangères. Je ne parle même pas évidemment du ministre de l'Intérieur avec sa gestion calamiteuse des banlieues. Mais pour revenir à M. Macron, il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas aimer chez lui. Et il y a beaucoup de choses qui sont largement critiquables. Il y a une chose que je ne peux pas lui retirer, c'est d'abord, c'est pas un raciste. Ça paraît étonnant, ça peut surprendre, mais c'est un des rares présidents français à ne pas être raciste du tout. Et surtout, c'est pas un foudre de guerre. C'est-à-dire qu'on oublie une chose importante, c'est que depuis 6 ans, on n'a pas fait la guerre. C'est le seul président français. Chirac a fait la guerre. Il a bombardé effectivement pour la Côte d'Ivoire. Il a détruit l'aviation ivoirienne, 2 avions de combat quand même. Non, Macron n'est pas un foudre de guerre. Il ne veut pas faire la guerre. Par contre, le vrai risque, s'il doit y avoir un risque à observer, ce serait une guerre par proxy. Là, ce serait inquiétant. Parce qu'effectivement, cette méthode à l'américaine, finalement, de pousser des pays à intervenir à la place de ceux qui sont intéressés pour des raisons économiques, ça, c'est un risque réel. Et M. Macron a dit une chose qui était très maladroite au lendemain de ce qu'on va appeler le putsch militaire, ou pour d'autres, ils appellent ça une émancipation par des militaires qui veulent se débarrasser de la France. Eh bien, il a dit une chose, il a dit qu'on ne touche pas aux ressortissants français, ça c'est normal, il n'y a pas de problème, et qu'on ne touche pas aux intérêts de la France. Là, par contre, c'est inquiétant, parce que finalement, ça dit quoi? Ça dit que l'ex-Areva, Orano, exploite donc l'uranium du Niger, c'est les intérêts de la France. J'ai pire encore, j'ai entendu dans des médias des interventions de journalistes et d'experts, de pseudo-experts français qui expliquaient que nous allons perdre le Niger. Vous entendez bien le terme. Ils ont dit nous allons perdre le Niger. Mais comment peuvent-ils perdre un pays qui est indépendant? Donc ces questions-là sont bien posées. C'est bien d'avoir appelé votre interlocuteur, j'ai pas retenu son nom malheureusement, désolé, on va le dire, qui a expliqué que 2 pays se sont décolonisés de façon violente, effectivement, mais totalement. C'est l'Algérie et le Vietnam. Et ces 2 pays sont décolonisés face à qui? À la France d'abord, les États-Unis pour le Vietnam par la suite, et tout de même, quelle victoire! Eh bien, ils ont mérité leur indépendance. Les autres, malheureusement, on ne leur a pas donné la possibilité de mériter leur indépendance. Ils ont vu le coup venir. Ils leur ont donné des caporaux, des anciens caporaux de l'armée française pour les diriger, réseau Focard et toute la néocolonisation. Et ceux qui maintiennent la volonté du franc CFA, d'ailleurs, la situation sur lui que je connais très bien, lutter aussi contre le franc CFA, eh bien, ceux qui maintiennent cette mainmise de cette monnaie de singe, on peut l'appeler comme ça, ont tout intérêt à le faire parce que celui qui ne maîtrise pas sa monnaie ne maîtrise pas son développement économique. Le franc CFA est une aberration historique. C'est le seul pays, c'est la seule région au monde où on subit ce genre de néocolonialisme, et ce néocolonialisme reste paternaliste et français malheureusement. Et on rappelle que le franc CFA touche même les autres pays qui n'utilisent pas cette monnaie dans leurs échanges avec l'Afrique de l'Ouest. David Mauger, j'aurais une question à vous poser. Nos 2 interlocuteurs et même vous tout à l'heure, vous avez commencé à parler de ce bras de fer ou de ce duel qui se joue entre les États-Unis et la France. Aujourd'hui, concrètement, pourquoi est-ce que les États-Unis et la France se divergent dans la méthode à adopter concernant le Niger? Et quels sont les enjeux concrets pour les États-Unis dans la crise nigérienne aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points qui différencient la méthode française, on va dire, de la méthode américaine. Déjà, on a rappelé tout à l'heure un certain nombre de propos méprisants que l'exécutif français avait pu employer à l'occasion de la crise nigérienne. Ce n'est pas nouveau. Il y a quelque chose qui joue dans l'inconscient français qui fait que elle a encore les griffes sur son précaré et qu'elle n'est pas capable de prendre du recul et de considérer que, 50 ans, même plus après les indépendances, il est temps d'avoir un petit peu de recul et de respecter, on va dire, la dignité de ces pays indépendants. Les États-Unis ne sont pas dans le même rapport, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique. Et ils ont bien compris qu'il n'est plus possible d'assumer en défilant dans les rues, en ayant une base militaire à côté d'un aéroport, de l'aéroport principal d'un pays,
alors que c'est le cas pour la France. Donc, c'est pas un hasard si la principale base américaine au Sahel se trouve à Agadez, c'est-à-dire très au nord au Niger, de manière très éloignée des principaux bassins de population, alors que les bases françaises sont au cœur même des pouvoirs des différents régimes africains. Donc, que ce soit à Niamey ou que ce soit à Abidjan, la base militaire française jouxte l'aéroport. Et à Abidjan, on se souvient qu'au plus fort de la crise, les militaires français se sont emparés de l'aéroport, parce que, alors officiellement parce que c'est la porte de sortie des ressortissants français, mais aussi parce que c'est par là que peuvent arriver d'autres moyens militaires français. Donc voilà, je pense que la manière de faire des Américains et la manière de faire des Français est complètement différente. Et pour le coup, les Américains la jouent de manière beaucoup plus discrète que les Français. Très bien, merci David. Très brièvement, Omar, s'il vous plaît, est-ce que le fait que les États-Unis n'ont pas annoncé pour l'instant des sanctions directes contre le Niger veut dire que les Américains restent sur une position édulcorée, ne voulant pas abattre toutes leurs cartes? Dans leur politique, sont des êtres, sont des anglo-saxons, et ils ont comme principe cardinal de fonctionnement le pragmatisme, c'est-à-dire ce qui peut leur rendre service à un moment T. Les Français, non. Regardez, je vous donne deux exemples très simples qui se sont produits récemment. La secrétaire d'État adjointe américaine s'est déplacée au Niger. Elle n'a pas été reçue par le général Tchiani, alors que c'est la secrétaire d'État adjointe du département d'État américain. Et l'ambassadeur, aujourd'hui, l'ambassadeur Sylvain Ité, l'ambassadeur de France à Niamey, a été appelé par le ministère nigérien des Affaires étrangères pour discussion. Il a refusé d'y aller. Réaction première des Nigériens, c'est de lui donner 48 heures pour qu'il déguerpisse. Parce qu'il y a cette absence de respect, il y a cette absence de vision, il y a cette absence de pragmatisme. Vous êtes ambassadeur, vous représentez un État, vous êtes convoqué, il y a de nouvelles autorités dans un pays, elles ont fait un coup d'État ou pas, car toute l'Afrique n'a fait que des coups d'État depuis qu'il y a eu les indépendances. Il ne faut pas se faire... Le général de Gaulle a fait un coup d'État, que je sache, c'est un militaire. Et donc à partir de ce moment-là, cette diplomatie française qui est restée figée, comme l'a dit notre correspondant français, figée dans des visions archaïques, continue de... Vous êtes convoqué en tant qu'ambassadeur par un ministre des Affaires étrangères et vous n'y allez pas. À quel titre? Au nom de quoi? Vous déguerpissez. C'est ça que les Africains demandent. Ils veulent être traités d'égal à égal. De ce point de vue-là, on ne peut pas le leur reprocher. Et ça, la diplomatie, les élites politiques, et même, comme disait notre ami Abina tout à l'heure, les élites, les fameux experts qui traînent sur les plateaux de télévision française, qui ont un discours d'arrogance et de suffisance à l'égard de l'Afrique. Mais non, l'Afrique c'est Kwame Nkrumah, c'est Patrice Lumumba, c'est Ben Khedda, c'est Ali Boumendjel, c'est ça l'Afrique. Il ne faut pas se faire diligent. Ils ne sont pas plus intelligents, ni plus instruits, ni plus civilisés que nous. Je vous rappelle que les droits de l'homme ont été développés dans une constitution malienne qui date du XIIIe siècle, avant la Révolution française de 1789. Donc, cette vision aberrante et sclérosée et figée sur de la médiocrité ne va pas les emmener très loin. Et peut-être que, qui le saura, dans quelques mois, il y aura peut-être aussi un coup d'État en France, qui le sait. Très bien, merci Omar. Gamel, un dernier mot et brièvement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France a abattu toutes ses cartes en Afrique et que on est à l'aube d'une nouvelle relation entre la France et l'Afrique beaucoup plus équilibrée? Vous avez une minute, Gamel. Non, je ne crois pas une seconde qu'il y a une nouvelle relation équilibrée. Je pense que la relation est délétère depuis longtemps et qu'il faudra un temps considérable pour que les Africains fassent à nouveau confiance aux Français, malheureusement pour les Français. Les Chinois sont en place, les Américains se placent, évidemment les Africains se placent entre eux, et très bien. Les Russes sont en place, les Turcs sont en place, donc ça va être difficile de convaincre une Afrique que la France est importante dans la mesure où elle-même est en difficulté chronique économique, elle ne peut même plus faire face à une intervention militaire si elle le voulait. Donc, quoi qu'il en soit, la France ne peut plus intervenir en Afrique parce qu'elle s'est disqualifiée pendant plus de 60 ans. Voilà la problématique. Et aujourd'hui, le mépris, la condescendance. Je rends hommage à Ali Boumendjel, dont le fils est un de mes amis, son fils Sami Boumendjel, paix à son âme. Je dis simplement qu'effectivement, la France n'a jamais vu les Africains comme des êtres à part égales et à part humaines. Très bien. Ils ont toujours été méprisants. Très bien. Merci, Gamel. Merci, David Moget, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.
Merci à vous. Merci Omar Benbarti de nous avoir accompagnés durant tout au long de cette émission. Et merci Gamel Abina de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, la crise au Niger a aussi des incohérences internationales. C'est ainsi que s'achève ce cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.